Bonsoir, bienvenue sur Oui la Guyane. Après un petit temps de pause, je vous retrouve avec plaisir avec un invité et un sujet. Aujourd'hui, j'accueille Pascal Briquet. Pascal Briquet, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que tu peux te présenter? On se tutoie, ça te dérange pas? C'est avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je suis Pascal Briquet, secrétaire régional de l'UNSA Éducation Guyane. Alors, l'UNSA Éducation Guyane, c'est la fédération des syndicats de l'éducation nationale en Guyane pour l'UNSA, donc qui regroupe 22 syndicats au niveau national et une dizaine au niveau local. Très bien, merci beaucoup. Depuis combien de temps tu es? Depuis 2016. Depuis 2016. D'accord. Tu dois avoir une belle expérience comme depuis 2016, 7 ans. On n'a jamais fini d'apprendre et puis ça permet aussi d'avoir un peu de recul par rapport à pas mal de sujets qui concernent l'éducation de manière générale. Très bien. Alors aujourd'hui, sur Oui la Guyane, je t'ai invité parce que j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est intéressant pour ma part. C'est comment l'éducation nationale en Guyane met en œuvre des dispositifs justement pour répondre à l'inclusion scolaire. Alors justement, c'est un vaste sujet qui est l'école inclusive. Voilà, c'est le terme qu'on utilise dans l'éducation nationale. Et c'est réglementé déjà par la loi du 11 février 2005. Et l'école inclusive, les dispositifs qui sont censés être mis en place sont les mêmes qu'au niveau national, avec une inspectrice de l'éducation nationale en charge de l'école inclusive et de l'inclusion scolaire qui se fait au niveau de tous les établissements avec des dispositifs divers et variés. Alors pour nous, les choses ne sont pas assez optimales, et ça je pense que j'aurai l'occasion de le dire. Exactement. Mais c'est légal, c'est au niveau de la loi que ça se met en place, comme ça devrait se mettre en place dans toutes les académies de France. Très bien. Oui, en effet. Déjà, je pense qu'il est important de pouvoir définir c'est quoi l'inclusion, l'école inclusive en tout cas. Alors l'école inclusive, en quelques mots, c'est pouvoir en fait adapter le système scolaire, le fonctionnement scolaire aussi, ordinaire à la diversité des besoins et des apprentissages de chaque élève. Parce qu'en effet, il y a plusieurs types d'élèves, plusieurs types d'apprentissage. Et en fait, tu as parlé de la loi 2005 qui est la loi du handicap. En effet, il y a plusieurs handicaps qui se voient et donc qui ne se voient pas. On peut aller du 10, l'enfant l'élève qui est atteint de 10, à l'enfant qui a un trouble moteur ou même, pourquoi pas, l'autisme en fait. C'est comment intégrer cet enfant-là dans le dispositif ordinaire du système scolaire pour qu'il puisse aussi se retrouver en tout en élève, je ne dirais pas normal, mais en tout cas ordinaire en fait, qu'il puisse aussi bénéficier des apprentissages scolaires. Tout à fait. C'est vrai que l'inclusion arrive après, parce que jusqu'alors on parlait d'intégration, et l'intégration, l'élève était dans un dispositif, alors on parlait de classe d'inclusion scolaire ou d'intégration scolaire, et maintenant on parle d'ULIS, unité localisée d'inclusion scolaire, et aujourd'hui de réseau PIAL ou un pôle d'inclusion, alors le AL m'échappe, mais ce sont des réseaux justement où les établissements fonctionnent en réseau, et on parle d'inclusion. Donc l'élève ordinaire est rattaché, en situation de handicap est rattaché à une classe ordinaire et est extrait à certains moments de cette classe-là pour rejoindre un dispositif ULIS qui n'est plus une classe fermée comme ça l'a pu l'être il y a quelques années quand on parlait d'intégration. Donc derrière le terme inclusion, c'est cela, c'est que les élèves sont dans le milieu ordinaire et c'est le milieu ordinaire qui va devoir permettre les adaptations, comme tu l'as dit, pour justement que ces élèves aient des réussites, puisqu'on parle des réussites de l'élève, et aient aussi la possibilité d'avoir la même formation en tant qu'élève pour pouvoir demain être un citoyen intégré dans la société et inclus dans la société. Tout en adaptant en effet la pathologie en fait de l'élève, c'est ça, par rapport au retard mental par exemple ou par rapport à sa pathologie. Donc du coup ça nécessite quand même d'avoir une certaine formation par rapport à chaque type de pathologie en tout cas. Oui, j'imagine, puisque je pense que de ce que j'ai un peu lu, le rectorat, en tout cas l'académie, doit former en fait des professionnels pour pouvoir justement adapter à la pathologie de l'élève. Alors c'est le rôle du référent ULIS ou du référent PIAL qui accompagne des AESH, donc les accompagnants des élèves en situation de handicap aussi. Il faut qu'il y ait cette formation. Et il y a différents types d'ULIS. Donc il y a des ULIS pour les élèves
justement qui sont atteints de troubles autistiques, etc. En fonction de tout ce qu'il y a justement, il y a des dispositifs qui sont adaptés à cela. Et les enseignants passent alors une certification qu'on appelle le KPI. Et cette certification-là permet à un enseignant lambda de devenir un enseignant justement référent d'une ULIS et qui intervient dans l'adaptation scolaire. Donc ça permet aussi d'avoir des personnels qui sont formés. Il n'y en a jamais suffisamment. Je crois qu'on connaît la particularité de notre académie qui connaît un manque cruel de ressources. Donc il y a souvent des dispositifs ULIS qui n'ont pas des personnels qui sont formés suffisamment, qui sont accompagnés, puisque bon, il y a une formation, il y a une certification qui se fait, mais il y a une formation continue aussi qui devrait intervenir pour le faire. Les accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH, qui sont aujourd'hui le deuxième corps de métier au niveau de l'éducation nationale après les enseignants, eux aussi doivent être formés. Le ministère, l'État a reconnu que c'est un métier indispensable. Donc, on leur permet d'avoir un CDI. Jusqu'alors, c'était 6 ans et après, ces personnes ont été mises à la rue. Aujourd'hui, elles sont éligibles à un CDI. Il faut maintenant qu'on fasse un vrai métier avec le salaire qui va avec et bien sûr la formation qui va avec. Puisque si on jette des personnes en pâture face à des élèves qui ont besoin d'un accompagnement particulier, qui ont besoin justement qu'on connaisse comment réagir et comment interagir avec l'élève, avec l'enseignant, avec l'environnement scolaire aussi pour pouvoir permettre de réussir l'inclusion scolaire, mais il faut que cette formation-là continue se fasse. Oui, et juste pour raccourcir un peu, résumer ton propos, l'AESH, c'est la personne qui assiste, qui accompagne l'élève justement en classe. Voilà, c'est pour juste préciser cette partie-là. Oui. Alors, du coup, on parle de formation, on parle d'accompagnement, mais la première question déjà qui me vient, je sais déjà que toi, tu m'as déjà dit que tu n'es pas spécialiste en tout cas du sujet, mais en tout cas tu donnes ton avis. On est là aussi, on apprécie aussi cet avis où on est libre aussi de parler comme on le souhaite. Quand on voit qu'il y a peu de psychologues scolaires et psychologues de l'éducation nationale, ou alors un pour plusieurs établissements, la question du diagnostic se pose. Tu as parlé justement des professeurs qui sont peut-être pas aussi bien formés ou alors il y a un manque de moyens. Vous, quel est votre avis par rapport à ça? Alors pour nous, à l'UNSA, c'est vrai que c'est pas mon avis que je donne, mais c'est le secrétaire régional de l'UNSA Éducation qui parle. Mais pour nous, il manque de ressources, il manque de postes aussi. Alors nous avons réussi à obtenir un nombre de postes, parce qu'à savoir qu'il y a 2 types de psychologues de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on parle plus de psychologues scolaires, mais de PsyEN, psychologues de l'éducation nationale. Donc il y en a pour le premier degré, et d'autres pour le second degré. Et il y a une augmentation du nombre de postes au niveau des psychologues de l'éducation nationale pour le premier degré. Mais là encore, il en faudrait aussi pour le second degré, mais c'est la ressource qui manque. À quel moment l'éducation nationale en Guyane se met en position de pouvoir former des personnels, accompagner des personnels qui veulent être psychologues de l'éducation nationale pour pouvoir occuper ces postes. Puisque ce qui nous revient une fois qu'on a obtenu les postes, vous avez les postes, mais vous êtes en incapacité de pourvoir ces postes-là avec des personnes. Donc ça, c'est une première chose. Ça intervient justement sur le diagnostic. Comme un psychologue est affecté sur plusieurs établissements par défaut, mais du fait qu'il y a un manque de psychologues sur certains établissements, sur certaines zones, je pense aux sites isolés notamment, que ce soit le Maroni ou le Yapok, puisque vu les conditions de circulation et le faible accompagnement financier de l'académie, donc les personnels sont souvent réfractaires à y aller, puisqu'ils y mettent de leur poche pour pouvoir exercer leur mission. Le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de psychologues fait qu'il y a un retard dans les diagnostics qui sont faits et qui peuvent être faits, puisque un psychologue va faire le travail de 3. Des fois, il n'y a pas le médecin scolaire aussi qui va devoir donner son avis. Donc sur un secteur qui fait qu'il y ait une absence de médecin scolaire, ça va retarder encore l'échéance. À savoir qu'en fin de maternelle, au moins il faut que les élèves soient détectés, soient signalés aussi par les enseignants pour pouvoir être orientés dans le meilleur dispositif qui soit. Mais tout cela, tous ces maillons manquants dans la chaîne font qu'on a du retard. Et puis il faut aussi parler de la MDPH, la Maison départementale du handicap, qui elle-même aussi cumule beaucoup de retard.
qui doit, une fois qu'en niveau interne de l'éducation nationale, on a fait ce qu'il faut, les parents, les familles se retournent vers la MDPH qui, alors à un certain temps, c'était plus de 3 ans de retard sur le traitement des dossiers. Donc quand vous mettez ça bout à bout, mais une famille qui a un enfant en situation de handicap, qui doit justement permettre à cet enfant d'être un élève en inclusion scolaire, rencontre beaucoup de difficultés, en plus des difficultés qui sont inhérentes au handicap de l'enfant. Oui, ça a l'air d'être très complexe. En plus, si on parle aussi de, si je dois rajouter un peu de complexité, il y a aussi le phénomène de migration où là, il faut obligatoirement scolariser les enfants de 3 ans. Donc, il y a aussi d'autres paramètres qui se rajoutent. Oui, ça reste à la marge, mais c'est vraiment si les dossiers étaient traités en heure, ça aurait été fait. Ici, au niveau aussi académique, l'école inclusive fonctionnait. Là, je crois que c'est en ouvre un autre chapitre de la chose, c'est qu'on ne cesse de le dénoncer. Au niveau académique, quel est le bilan de l'école inclusive? Ça, nous n'en avons pas. Il y a plusieurs années, l'école inclusive en Guyane fonctionne, mais comment fonctionne-t-elle? Fonctionne-t-elle ou dysfonctionne-t-elle? Donc là, la question est ouverte. Et aussi, au niveau du pilotage académique qui est fait par le recteur et les personnes qui l'accompagnent, quelles sont les politiques, quelles sont les directives qui sont données, quelle orientation qui est faite aussi par rapport à cela. Malheureusement, ça ne répond pas au niveau du rectorat. Et là aussi, l'interrogation est grande. Et ceux qui sont le plus dans le désarroi, en dehors des collègues qui accueillent les élèves et qui sont démunis face à cela, ce sont les familles. Oui, c'est ça. Et là, les familles sont pas mal démunies parce qu'on fait du saupoudrage. On va mettre en dispositif une ULIS, par exemple pour les troubles visuels, on peut la placer à Kourou, mais les élèves sont à Saint-Laurent. La famille doit déménager pour pouvoir permettre à son enfant d'être scolarisé avec un enseignant qui maîtrise le braille. Et ce sont des choix qui sont parfois absurdes, qui sont faits sans qu'on ait une explication rationnelle à cela. Et c'est là où vraiment il y a une grosse problématique sur l'école inclusive au niveau de l'Académie de Lyon. Donc est-ce qu'on peut dire que parce que tout le tableau que tu viens de dire, ça me fait un peu ça me rend un peu pessimiste en fait, parce que je sais pas comment arranger les choses en fait, comment évoluer, comment aider ces enfants et ces familles. Comment les aider en fait, comment faire fonctionner cette inclusion scolaire, même si c'est un minimum, mais est-ce que vous avez des pistes de solutions? Enfin, on a un peu entendu les pistes de solutions, mais est-ce que vous, l'UNSA, a des pistes, a des pistes de solutions en fait? J'ai bien compris qu'il y a un manque de personnel, il y a un manque d'écoute aussi, il y a un manque aussi de transparence, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a autre chose en tout cas que vous avez une lutte en fait qui est présente et pour Alors nous on a 2 pistes déjà au niveau académique. Il faut vraiment que le recteur se dise maintenant stop. On prend un nouveau départ, mais ce nouveau départ là on le marque d'une pierre blanche. Et à partir de maintenant, rien ne se fait dans l'école inclusive sans qu'il y ait un retour, sans qu'il y ait une évaluation justement de ce qui a été fait. On fera un référentiel et à partir de cette date là c'est la référence et on avance et on se projette. Parce que là, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas capable de dire, d'avoir du recul sur ce qui se fait, d'avoir même ne serait-ce qu'une vision sur ce qui se fait à l'instant T, de manière académique. Donc là, on marque une pierre blanche et on fait les choses, on prend les choses à bras le corps pour pouvoir faire fonctionner de manière efficiente l'école inclusive. Après, il y a la problématique des familles. Là, ce sont les associations de parents d'élèves qui doivent accompagner les familles qui doivent le faire. Mais il y a aussi la MDPH aussi qui entre dans ce triptyque-là. Et là encore, ce sont aux familles de pouvoir faire bouger les choses, puisque c'est une entité qui est en dehors de l'éducation nationale, mais qui a un impact assez fort quand même sur le fonctionnement de l'éducation nationale. Et là, c'est aussi au recteur de prendre son bâton de pèlerin, de rencontrer le président de la collectivité territoriale pour savoir, puisque la MDPH dépend de la CTG, pour savoir ce qu'il en est sur le fonctionnement de la MDPH, quelles sont les pistes de facilitation au niveau du dialogue pour les familles. Une fois que les élèves ont été repérés dans le système scolaire, il y a une orientation qui permettrait de faciliter les choses pour pouvoir éviter ces temps d'attente-là. Mais avant tout, je crois qu'au niveau de la MDPH, il faut regarder, c'est malheureusement pas une spécificité locale. Les MDPH de manière générale ont de grands soucis de fonctionnement, mais chez nous, il faut qu'on regarde et qu'est-ce qu'on est en capacité de mettre pour fluidifier les choses. Très bien.
D'accord, donc j'entends aussi qu'il faut quand même se rapprocher des associations des parents d'élèves, se rapprocher aussi de d'autres associations qui, eux, euh, reçoivent aussi ces enfants en situation de handicap. On peut parler de la page, il y a l'ADAPI, il y a l'EPEP, il y a beaucoup justement d'associations et de personnes qui interviennent sur le champ du handicap. Mais là aussi, quand on parle de l'école inclusive et du dysfonctionnement de l'école inclusive au niveau académique, il y a des enseignants, même l'IMED aussi très récemment, qui a connu des tumultes. Dans ces structures-là, parce que ces associations des structures, il y a des enseignants qui peuvent intervenir. Mais ces enseignants-là qui peuvent intervenir, il faut les mettre à disposition. L'éducation nationale est-elle prête à mettre à disposition des personnels dans ces structures? L'éducation nationale dispose-t-elle de suffisamment d'enseignants certifiés pour aller dans ces structures? Et l'éducation nationale forme-t-elle suffisamment d'enseignants avec ces certifications juste pour coller à la cause de l'école inclusive et aux réalités de l'école inclusive en Guyane? Vous voyez, c'est tout ce cheminement-là, justement. Alors, nous ne sommes pas pessimistes, loin de là, nous sommes réalistes. Mais c'est la réalité, justement, de l'Académie Guyane. Une des réalités de l'Académie Guyane, c'est celle-ci. Sur le manque de personnel, le manque d'attractivité déjà des métiers de l'enseignement. C'est international. National, et chez nous, il y a l'effet de loupe, ça se voit beaucoup plus. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait au niveau local? Alors, moi j'ai une dernière question, enfin, en tout cas qui arrive un peu à la fin, mais qu'est-ce qui est à retenir de positif qui a déjà été mis en place au moment où on voit qu'on avance un petit peu quand même? Alors, parce que quand je vois le tableau, comme je l'ai dit, c'est assez pessimiste, c'est réaliste, on est d'accord. Mais imaginons une famille qui a un enfant en situation de handicap qui vient de le découvrir et qui veut inclure en fait son enfant en milieu ordinaire et qui doit passer par toutes ces étapes, 3 ans ou plus d'attente déjà pour le diagnostic, ensuite une place éventuellement, parce que j'imagine qu'il y aura une liste d'attente aussi au niveau de certaines classes adaptées. Comment lui donner un petit peu espoir en fait. J'ai compris qu'il y avait des associations qui étaient présentes et je pense même que des associations comme les PEP ont aussi un temps d'attente. Voilà, c'est CMPP, etc. Donc on est beaucoup dans cette question de temps d'attente. Si c'était quelques mois, on peut dire que ça va, mais si c'est quelques années, c'est compliqué. Alors est-ce que vous, en tant que représentateur de l'État, de l'UNSA, pardon, de l'UNSA, il y a un point au moins positif dans cette question d'inclusion scolaire? Alors, est-ce qu'il y a un point, un ou deux? Déjà, le point positif qu'on peut dire, c'est la bienveillance d'une très grande majorité des personnels qui interviennent au niveau de l'école inclusive dans les établissements. Parce que de manière générale, les enseignants sont assez résilients et font avec ce qu'on leur donne, ce qu'ils ne devraient pas. Et nous, c'est ce que nous déplorons à l'UNSA, c'est qu'il y a de manière générale, je ne vais pas généraliser, mais en grande majorité des personnels qui aiment leur métier, qui aiment ce qu'ils font, mais à qui on ne donne pas les moyens de le faire. Et ça, quand les familles sont accueillies dans les établissements, elles rencontrent ces personnels-là, et ça, c'est déjà une grande chose. Il y a des associations telles que la Page, l'ADAPI, ou encore bien d'autres qui interviennent. Et là aussi, ce sont des personnes volontaires et qui font le maximum justement pour ne pas qu'il y ait rupture d'égalité, puisqu'on parle aussi d'égalité des chances. Il n'y a pas rupture d'égalité pour les familles et les enfants qui sont concernés par une situation de handicap quelconque. Très bien. D'accord. Je retiens en tout cas que pour l'UNSA, il y a quand même un peu d'espoir. Oui. Mais l'espoir, alors je ne sais pas s'il y a de l'espoir, mais il y a de la volonté. Il y a de la volonté en tout cas. Voilà, il y a de la volonté, il y a de la bienveillance vis-à-vis des familles surtout, puisque c'est elles qui sont au premier plan par rapport à ça. Et c'est après aux associations autour doivent aussi mener un peu le combat pour pouvoir faire entendre leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis des élèves afin qu'ils puissent être. Et aller taper au niveau du rectorat, savoir ce qu'il en est, pour pouvoir vraiment faire bouger la question de l'école inclusive, pour permettre que ce soit une facilité, que ce soit une évidence quand on a besoin d'école inclusive, on a le rectorat et qu'on ait des réponses, et puis il y a un bilan qui soit fait aussi de l'action de l'éducation nationale en Guyane sur cette question. Et c'était ma dernière question, mais j'en ai une dernière.
Est-ce que l'UNSA, elle a beaucoup de demandes d'accompagnement vers justement cette problématique-là? Alors, en tant que tel, nous représentons le personnel. Donc, voilà, en tant que tel, non, mais nous avons des demandes de formation au niveau des personnels. On a parlé des AESH que nous représentons, oui. Des psychologues de l'éducation nationale, notamment des infirmières scolaires qui ont leur rôle, des médecins scolaires aussi qui ont leur rôle dans tout ça, et puis bien sûr des enseignants qui veulent être formés vers le CAPI, la certification pour intégrer les dispositifs ULIS, et qui ne le peuvent pas, c'est une année sur deux, ou qui ont des problématiques notamment financières quand ils sont nommés, tous ces personnels, sur les sites isolés où ils doivent mettre de leur poche pour exercer leur profession. D'accord, merci beaucoup Pascal, merci pour cet échange-là. Sur ces mots-là, on vous retrouve à très bientôt pour un prochain numéro.